Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, le département du Faro et Déo serait-il une porte d'entrée facile pour des bandes armées et autres bandits de grands chemins en provenance du Nigeria voisin? La question se pose au moment où une information confirmant une attaque armée a fait descendre sur tinière des hauts gradés de l'armée dans cette localité. Lions indomptables de la belle épopée 1990, le cadeau tant attendu est enfin arrivé, 30 ans après la décision de Paul Biya qui octroyait ses logements aux héros de l'Italie 1990. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Ouvrons cette édition par ce cri de détresse des habitants de Ngouti dans le département du Coupé-Maningouba, victimes d'un glissement de terrain accompagné de coulées de boue qui a ôté la vie à 3 personnes. Ces habitants sont sans voix et sans repère. D'autres précisions avec Xavier Foka. C'est une profonde désolation et une grande détresse dans la localité de Ngouti, département du Coupé-Maningouba. Nous sommes dans la région du sud-ouest du Cameroun. La dizaine de villages que compte cette commune a subi la fureur d'un glissement des terrains accompagné d'une grande coulée de boue qui ont fait 3 morts, créant de vastes cratères et rendant la localité méconnaissable. À leur passage, ces glissements de terrain et cette coulée de boue n'ont pas manqué d'emporter avec eux plusieurs hectares d'une bananeraie et une vaste cacaoyère. La seule route qui relie tous les villages de la localité a presque entièrement disparu sous la boue ou emportée par endroits. Pour se mouvoir, les habitants ont fabriqué ce pont de fortune où se battent avec de l'eau boueuse ou se faufilent comme ils peuvent à travers ce qui reste de la végétation. Au bout d'un des villages, cette famille est dans la rue après avoir perdu sa maison avec tout son contenu. Les plus chanceux ont rassemblé quelques effets et s'apprêtent à quitter le village, tout comme ceux qui s'en vont déjà avec ce qu'ils peuvent. Désemparés et surtout impuissants face à cette catastrophe d'une rare ampleur, les habitants de la localité de Ngouti dans le sud-ouest appellent les autorités camerounaises à leur venir en aide. À présent, les images de l'accident mortel survenu ce matin à Bizar. Cette localité de la commune de Figuil a été le théâtre d'une collision entre 2 véhicules de transport interurbain, l'un allant à Maroua et l'autre revenant à Bizar. Le bilan fait état de 5 morts et plusieurs blessés conduits à l'hôpital régional de Garoua. Et la jeune étudiante abattue au domicile du sous-préfet de Lokoundie à l'Océan entame son dernier voyage. Taba Lydienne Solange a lieu, la mise en bière de Taba Lydienne Solange a lieu demain à l'hôpital de Kribi, suivi de son enterrement à Mouanko, son village natal. Et je vous le disais en titre, l'insécurité gagne du terrain dans le Faro et Déo. Ce département est en proie aux exactions des bandes armées qui viendraient du Nigeria voisin. La mobilisation des officiers généraux de la 3e région de gendarmerie et ceux de la 3e région militaire interarmée a permis de rassurer les populations apeurées. D'autres précisions avec Jean-Blaise Noupéé et Jean-Paul Chouniat. Le Faro et Déo dans la région de la Damawa apparaît désormais comme une porte d'entrée facile pour des bandes armées et autres bandits de grands chemins qui viendraient du Nigeria, pays voisin qui partage une frontière sur près de 150 km avec ce département. Souvent, ils traversent pour venir kidnapper nos éleveurs et repartir. Aucun corps étranger ne peut s'infiltrer sans qu'on ne sache. En moins d'une demi-journée, nous sommes au courant. Donc ils font des incursions dans notre territoire pour chercher de quoi manger et nourrir leurs hommes.
mais on ne sait pas après ce qu'ils vont encore faire. Peut-être ils cherchent à grossir leur rang pour pouvoir commettre d'autres forfaits. Cette côte d'alerte de l'insécurité fait débarquer ici en toute catastrophe tous les hauts gradés de la 3e région militaire interarmée et de la 3e région de gendarmerie. Presque du venez voir pour les populations de Tignière qui n'avaient jamais vu autant de généraux et colonels se bousculer dans leur localité. À l'issue des vidéos que vous avez remarqué, vous avez vu sur les réseaux sociaux, parlant d'un soi-disant rébellion en création à notre frontière ouest, sont descendus pour s'assurer que les mesures que nous avons prises portent les fruits. Basés à Garoua, ces officiers généraux et officiers supérieurs de nos forces de défense viennent prendre toute la pleine mesure de la situation d'insécurité sur un terrain devenu propice aux exactions de toutes sortes, kidnapping avec exigence de rançon, vol de bétail et récoltes enregistrées ces derniers mois. Les malfaiteurs qui écument les zones rurales vivent dans les villages. Il s'agit donc pour ces chefs-là de collaborer, de dénoncer systématiquement et de renseigner nos hommes qui sont sur le terrain de manière à nous permettre d'anticiper et de prendre des décisions au bon moment pour que les actions qui sont menées sur le terrain soient efficaces. Vous devez faire en sorte que les liens entre vous restent étroits et que les criminels soient recherchés et ramenés à la justice. Et si vous traitez cette population avec beaucoup de conscience, vous aurez plus de renseignements et le travail sera facile. En quittant ce département très enclavé pour allier Ngaoundéré à 140 km de là, le général Loubazal de la 3e région de gendarmerie et son frère d'armes Agar Robinson de la 3e région militaire interarmée ont prescrit à tous leurs éléments vigilance sur d'éventuels individus armés qui tenteraient de passer par le Faro et Deyo pour déstabiliser le Cameroun, déjà confronté à plusieurs défis sécuritaires. À l'est Cameroun avec les rebelles centrafricains, à l'extrême nord avec Boko Haram et les séparatistes anglophones des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et comment mettre fin aux colossales dépenses dans les activités de dragage du port autonome de Douala? L'entreprise, chaque année, l'administration portuaire engage près de 5 milliards de francs CFA pour mener cette affaire. Un choix hautement onéreux qui impacte négativement sur les performances de l'entreprise. Et que faire? Quelle solution pour sortir de ce gouffre à sous? Élément de réponse dans ce reportage de Donald Brice Kamgan et Georges Mitterrand. Depuis 2015, le port de Douala dépense en moyenne 17 milliards de francs CFA chaque année pour réaliser l'ensemble de ses activités de dragage. En 2018, l'enveloppe a même culminé à 22 milliards de francs CFA, exorbitant pour une entreprise mue par des objectifs de performance et de bonne gouvernance. Le gouvernement a demandé de sortir de ces coûts intenables dus à la gestion des opérations de dragage par des privés. L'option du dragage par une régie interne dédiée a donc été arrêtée. Les ressources mobilisées en investissement de cet important projet s'élèvent à 26,2 milliards de francs CFA, puis la coopération et de la collaboration tripartite entre le PAD, un partenaire hollandais et une banque locale. Les contributions de divers acteurs institutionnels et privés ont permis d'acquérir une drague et des équipements nécessaires. Pour le PAD, l'autonomisation de l'activité de dragage a au moins un triple objectif: réduction drastique des coûts, création d'une centaine d'emplois, garantie de la souveraineté de l'État. Il s'agit de matérialiser concrètement une décision stratégique du gouvernement prise depuis 2008 de faire en sorte que notre pays reprenne en main la gestion de l'exploitation du dragage du chenal, des plans d'eau, des DAS et des pieds de quai du port de Douala-Bonaké. Pour reprendre en main ce service stratégique de dragage, qui est une mission régalienne très importante de l'État, à savoir assurer l'entretien permanent de la voie d'accès au port. Il est attendu de la régie du dragage la lutte contre l'ensablement et l'envasement du port, défi incontournable pour le développement de l'activité portuaire. Notre objectif, il est clair. Cette activité se doit d'être la plus efficace possible pour contribuer au développement du Cameroun,
à travers, bien entendu, la performance du port autonome de Douala. À l'inverse des sociétés ayant assuré le dragage du port de Douala jusque-là, la nouvelle régie doit optimiser l'activité, mais pas seulement. Elle a une fonction commerciale puisqu'elle est censée assurer des rentrées financières au PAD. Et les jeunes du programme Enable Youth Cameroun dans la rue, les lassent de réclamer des clarifications au sujet du dysfonctionnement de ce programme coordonné par le MINADER. Les stagiaires viennent de protester devant la primature. D'autres précisions avec Guy Zogo. Et je vous le disais, les jeunes du programme Enable Youth Cameroun sont dans la rue, las de réclamer des clarifications au sujet du dysfonctionnement de ce programme coordonné par le MINADER. Les stagiaires de ce programme ont protesté devant les services ou devant la primature. Guy Zogo nous en dit un peu plus. Le programme Enable Youth Cameroun, dans sa variable agriculture, prend-il de l'eau? Bien que vanté par le gouvernement pour ses bénéfices attendus, pour le moment, c'est la colère qui en résulte avec une marche de protestation des stagiaires de ce programme devant la primature à Yaoundé. Nous avons été recrutés dans ce programme international qui a fait ses preuves au Nigeria, au Bénin, en Tanzanie, dans tous ces pays-là. C'est là près de 2 ans. Nous étions au démarrage de 512 jeunes Camerounais diplômés. Nous avons quitté nos jobs, nos enfants et nous avons signé un contrat d'engagement avec l'institution qui nous lie. Nous avons été envoyés dans les 14 centres d'incubation dans l'étendue du territoire camerounais. Loin des promesses relatives à cette formation, les stagiaires ont plutôt déchanté. Nous avons présenté 2 guichets. Un guichet de 50 millions pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience et 250 millions pour ceux qui seront déjà en activité. C'est comme ça que nous avons commencé la formation et quelques mois, nous avons commencé à remarquer certains dysfonctionnements. Déjà, l'hébergement qui nous avait été assuré avait été stoppé par les prestataires. Nous n'avons pas d'assurance maladie, on nous avait promis une bourse mensuelle. Mais depuis le démarrage, nous n'avons rien reçu. Nous avons été expulsés, manu militaire et par ces prestataires-là qui réclamaient des paiements. Jusqu'ici, malgré les assurances faites à ces derniers, rien n'a bougé. Là, on a saisi les responsables du programme, notamment l'État du Cameroun qui est représenté par le MINADER et par la cellule du PDCVA qui gère 3 composantes. Ces autorités-là nous ont fait des promesses depuis près de 12 mois. Nous sommes à la rue, on est allé voir ce cordeau, il ne nous a rien dit. Nous sommes allés rencontrer le ministère, nous avons des correspondants où ils nous font des promesses chaque mois que le programme va répondre. Selon les manifestants, leur ire est décuplée du fait des fautes de gestion relevées par la Banque africaine de développement, le financier du dit programme. Nous avons lu un rapport alarmant de la Banque africaine de développement qui décriait des graves fautes de gestion dans ce programme. Alors que le PDCA de son côté a publié une contre-vérité qui montrait le succès total du programme. Le ministre de l'Agriculture a fait une sortie où il a estimé également que c'est un programme qui a félicité. Dans le détail, la Banque africaine de développement incrimine la gestion du coordonnateur du programme de développement des chaînes de valeur agricoles, PDCVA, qui coordonne le programme Enable Youth Cameroun. Sur 1,5 milliard de francs CFA audités, il est relevé, entre autres, le paiement des salaires des stagiaires à hauteur de 400 millions de francs CFA et le dédouanement de véhicules personnels à hauteur de plusieurs autres millions de francs CFA. En marge de cette protestation, 7 manifestants ont été interpellés et relaxés le lendemain. Depuis, l'Institut international d'agriculture, ITA, partenaire technique de ce programme, a indiqué aux stagiaires avoir corrigé leur projet. La BAD, elle, exige le changement du coordonnateur du PDCVA avant tout nouveau financement. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Pandémie de Covid-19. Le virus fait ses premiers pas en Konsamba dans le Mungo. Cette localité vient d'enregistrer ses premières victimes au moment où le ministre de la Santé publique annonce une régression des cas de contamination au Cameroun. D'autres précisions avec Cyrine Diemba, Nadine Yambou et Nadine Ngwafo. L'île de Konsamba, dans le département du Mungo, compte ses premiers cas de coronavirus. À ce jour, une trentaine de cas déjà recensés,
dans tous les districts de santé, parmi lesquels les personnels soignants. Nous avons déjà effectué plus de 700 tests, parmi lesquels nous avons une trentaine de personnes testées positives, un cas confirmé de décès. Je crois que ces statistiques nous permettent de confirmer, de porter à la population d'un Konsamba que le virus est bel et bien parmi nous. Malgré cela, nous avons observé un relâchement dans le respect des mesures barrières. À l'hôpital régional de Konsamba, unique centre de prise en charge, la vigilance est de mise. Le personnel médical est en avant-garde pour accueillir d'éventuels malades. Il est question pour nous d'aider à faire une sensibilisation globale sur le Covid en vue du testing, du tracking et du traitement de tous les patients qu'on peut trouver dans la communauté porteurs de Covid. Tous les autres patients testés positifs sont actuellement déclarés guéris. Nous n'avons actuellement aucun patient qui soit en quarantaine ou en confinement. Voilà le bilan à peu près au niveau de l'hôpital régional de Konsamba. Ici à Konsamba, la riposte contre la pandémie du coronavirus s'organise. Une dizaine de postes de dépistage seront installés dans les grands carrefours de la ville et des volontaires sont formés à cet effet. Et sur le plan national, la courbe épidémiologique régresse considérablement. L'épidémie est désormais maîtrisée avec un taux de guérison de 91%. Dans les hôpitaux, les services retrouvent progressivement leur fonctionnement habituel. Le nombre d'hospitalisations dans ces formations sanitaires et autres centres agréés Covid-19 est en baisse de 4 à 6%. De même que le taux de sévérité de moins de 0,5%. Le taux de létalité se situe à 2,1%. Dans une note de synthèse, le ministre de la Santé publique attribue cette baisse significative à la stratégie nationale de riposte mise en place avec la densification de l'offre en matière de dépistage, passée de 1 à une quinzaine de laboratoires. L'amélioration de l'offre dans la prise en charge précoce des cas de coronavirus et l'élargissement de la capacité des soins intensifs. Malgré ces bons points enregistrés dans la lutte contre ce fléau mondial, le ministre de la Santé publique exhorte tous les maillons de la chaîne à rester mobilisés car la bataille est loin d'être vaincue. Le virus continue sa progression dans les autres villes du pays. Des spécialistes de la santé alertent sur une possible résurgence de la maladie au regard de son évolution dans le monde. Les populations sont de ce fait appelées à maintenir les mesures barrières, seule arme efficace contre le coronavirus. Au moment où le pays amorce la 4e phase opérationnelle de son plan de riposte, l'enjeu est désormais de maintenir le cap et de poursuivre la courbe descendante de la pandémie. Et quelle est la situation épidémiologique sur le continent africain? Les cas de contamination à la maladie à coronavirus ont chuté. Face à cette lueur d'espoir, l'Organisation mondiale de la santé invite les pays africains à redoubler d'ardeur dans le respect des mesures barrières. Nadine Yambou, une fois de plus. Des signes d'espoir s'observent déjà sur le continent africain, près de 7 mois après le début de l'épidémie. D'après le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, le nombre moyen des personnes infectées par jour à l'échelle africaine a considérablement chuté ces dernières semaines. L'on est passé de 11 000 à 10 000 cas. De quoi redonner du souffle au personnel de santé submergé par des malades. Cette stabilisation des cas de coronavirus est due, selon l'OMS, à l'application stricte des mesures de confinement en vigueur dans certains pays d'Afrique. Autre indicateur encourageant, les progrès effectués dans l'amélioration des capacités de dépistage sur le continent, même si le nombre de tests effectués reste toujours en deçà des attentes. Cependant, cette tendance à la baisse devrait être notée avec beaucoup de prudence, avertit le Centre de contrôle et de prévention des maladies. L'institution africaine explique que le SARS-CoV-2 est très délicat et se propage rapidement. Le continent africain a franchi la barre de 1 200 000 infections avec 28 000 décès, dépassant ainsi le pic de la pandémie. Plus de la moitié des cas sont recensés en Afrique du Sud. Classé 5e mondial avec plus de 609 000 cas,
Le pays connaît également une certaine accalmie avec une baisse drastique de nouvelles contaminations et décès liés au coronavirus. Et ce reportage qui nous vient à l'instant, les populations de Makepe-Misoke continuent de subir les conséquences des pluies diluviennes survenues vendredi dernier dans la capitale économique. Ces fortes pluies ont provoqué l'effondrement d'un pont dans ce quartier. Depuis lors, c'est un danger permanent pour les populations. D'autres précisions avec Eric Fopossi. Un conduit d'eau métallique transformé en pont de fortune. Nous sommes au quartier Makepe-Misoke, dans le 5e arrondissement de Douala. Le pont qui reliait Lok-Malep à Chefferie-Misoke a en effet été détruit par les fortes pluies du vendredi 21 août 2020. Le danger est désormais permanent sur ce pont de la mort. Un jeune du quartier, tentant lui aussi une traversée, aurait perdu la vie. Voilà les gens qui traversent sur le tuyau que vous voyez là. Ils tombent même dans l'eau. Hier, on a retiré un corps ici, là, dans l'eau. Voici celui qui avait retiré le corps. Ils ont retiré un corps ici, dans l'eau. Ça nous a fait regretter tout. Et le corps même, ce n'est pas un corps étranger, toujours quelqu'un du quartier. Je vois, quand je vois même les gens traverser vraiment sur le fer de l'eau, le tuyau de l'eau. C'est risquant. C'est très risquant, je ne peux pas. Moi, d'abord, je ne peux pas. Je préfère, je n'ai pas l'argent, je marche à pied pour aller contourner par Bokom, aller au marché, que de traverser ici. Le problème ici est au-delà des récentes pluies. Les habitants de Makepe-Misoke ont depuis toujours été confrontés aux multiples effondrements de ponts à cet endroit. Ça, c'est le premier pont que l'État a mis, était en ciment. Ça a mis plus de 7 ans. Maintenant, l'eau a toujours fait se casser. La population, la mairie a mis un autre pont. La mairie a mis un autre pont. C'est encore cassé. La population aussi, ça c'est le 4e pont. En 2012, le pont-ci, la dalle que vous voyez à l'intérieur, est d'abord tombée. Les ministres sont descendus, les gouverneurs, les délégués du gouvernement, tous les membres, les maires. Mais on n'a pas eu de solution jusqu'aujourd'hui. L'histoire s'apparente désormais à la chanson du pont qu'on attend, mais le pont ne vient pas. Jusqu'aujourd'hui, le pont est tombé alors qu'on avait dit que attendez le pont. Attendez le pont. Quelquefois, on a dit que le projet du drain devait passer et faire le pont. Nous ne savons pas si le drain va passer ou ça m'a empiré parce que... La situation a fini par exaspérer tout le monde. L'incompréhension domine, l'on se sent désabusé. Depuis 2012, au centre de la ville, nous sommes au centre de la ville. Nous sommes ici au cœur de Douala. Si on dit le centre urbain, donc le centre quittant de Bonanjo, 14, ça c'est le centre. Nous sommes vraiment dépassés comment un pont. Nous manquons un pont qui peut nous relier de Lok-Malep-Misoke. Fatiguées d'attendre, les populations se débrouillent comme elles peuvent pour contourner le problème. Voilà un grand pont comme ça qui relie 2 quartiers. Chaque fois on prend les morceaux, le quartier se débrouille à mettre les morceaux de bois à traverser. À tout moment, le pont qui se passe ici, c'est le quartier qui souffre. On cotise l'argent, on contribue l'argent de gauche à droite pour acheter les morceaux de bois pour lancer le pont là. Cette fois, impossible de construire rapidement un pont en bois. La seule solution viable reste la voie de contournement. La voie de contournement, c'est difficile, puisque quand on quitte ici, il faut ressortir vers Marie-Lumière et contourner au Goudron, aller contourner au Carrefour Chefferie pour rentrer ici. C'est très loin. Le transport, c'est un peu quittant ici pour contourner jusque-là, c'est 300. Le calvaire est dans total pour ces Camerounais et Camerounaises, déjà terriblement marqués par les inondations. Les élèves, voilà l'école publique à côté. L'eau a failli enlever toute l'école. Les gens, entrer dans les maisons des gens jusqu'à... Tout est mouillé partout.
Nous sommes désolés, nous sommes vraiment, monsieur le président de la République, faites quelque chose. Ou vous faites, je ne sais pas, le gouvernement camerounais, faites quelque chose, nous sommes fatigués ici. Bon, il faut que le gouvernement se débrouille à penser à nous. C'est tout ce que je peux dire. Même le super-maire est même venu jusqu'ici, je ne connais pas je ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête. En attendant une solution des autorités, le quartier Makepe-Bisoke demeure hanté par ces vieux démons. Ici, la mort rôde, partout et toujours. À présent, l'actualité hors de nos frontières. 9 jours après avoir été arrêté et poussé à la démission par l'armée malienne, l'ancien président déchu Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré ce jour par la junte au pouvoir. La CEDEAO avait fait de la remise en liberté de l'ex-président un préalable à un assouplissement des sanctions à l'endroit de la junte. Akinwumi Adesina, réélu à la tête de la Banque africaine de développement. À l'issue des assemblées annuelles qui se sont achevées ce jeudi, le Nigérian a été reconduit à l'unanimité pour un deuxième mandat de 5 ans. Parlons sport à présent. Chose promise, chose due. Les héros du Mondial 90 ont reçu ce jour les clés de leur logement 30 ans après la promesse du chef de l'État. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique au Palais des Sports de Yaoundé. Aïk Cyril pour le compte-rendu. C'est dans ces logements sociaux du quartier Olembe, une banlieue de Yaoundé, que certains lions indomptables ont reçu leurs appartements. La promesse du chef de l'État devient réalité 30 ans après l'épopée des Lions indomptables à la Coupe du Monde 1990 en Italie, ce qui dilue un peu la joie des récipiendaires. Nous sommes dans un pays où on a toujours l'impression que le footballeur est un homme à part, mais je ne pense pas. Je pense que le football, c'est un travail, parce que pendant que les autres vont à l'école, les autres sont sur le terrain de foot. J'ai toujours demandé aux gens quel diplôme on donnerait par exemple à nos grands-parents au village, ceux qui arrivent à nourrir tout le Cameroun. Donc je pense que chaque métier mérite quelque chose de bien. Relégué au calendrier grec, le dossier d'octroi de logement aux héros de 1990 est remis sur la table à la faveur de la commémoration il y a quelques jours du 30e anniversaire de la victoire du Cameroun sur l'Argentine le 8 juin 1990. On a eu la chance cette fois-ci de tomber sur des gens qui ont compris l'importance de ce don du chef de l'État et qui ont voulu que ça s'accélère. Mais on est content que ça s'est passé ici. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain remet solennellement les clés au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Célestine Kecha-Cortez lève également l'équivoque sur la qualité des logements décriés par une partie de l'opinion. Le don que vous recevez aujourd'hui n'est pas des moindres, contrairement à ce que certains ont laissé entendre. Car les logements que vous recevez sont construits dans des villes nouvelles, construites dans le respect des objectifs de développement durable. Ces sites également sont viabilisés et équipés, alimentés en services urbains de base, c'est-à-dire l'eau pour répondre à l'ODD 6, l'électricité pour satisfaire à l'ODD 7, énergie propre d'un coût abordable, des espaces réservés à la construction de brigades de gendarmerie et de la police. Mais pour couper court, certains lions, en recevant les clés de leur logement, affirment que du moment où il s'agit d'un cadeau, ils n'ont pas d'exigence particulière. Moi, je n'ai pas pensé à juger la qualité des appartements. N'oublions pas que ces appartements ne sont pas construits spécifiquement pour nous, ils sont construits pour les Camerounais. Et qui suis-je pour dire aux autres Camerounais que là où ils habitent n'est pas digne de Joseph-Antoine Bell? C'est un cadeau et le cadeau, vous le prenez et vous en faites ce que vous voulez. Des 22 lions de l'épopée 90, 3 sont décédés, mais les clés sont remises à leurs ayants droit. 15 lions ont choisi Yaoundé pour leur logement, tandis que 7 ont choisi Douala. Chaque appartement est bâti sur 88 mètres carrés et comprend 3 chambres, une terrasse, un séjour, une cuisine, une buanderie et 2 salles d'eau. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage de Aïk Cyril que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alotou pour la deuxième partie d'Equinox Soir.
30 ans après, les lions indomptables de l'épopée italienne sont désormais propriétaires de leur logement. Vous l'avez dit, Serge Alain Autou, les héros de la belle épopée de 1990 ont reçu ce jeudi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé les clés de leur logement. Cette promesse, une promesse du chef de l'État Paul Biya qui se concrétise 30 ans après. Il faut le rappeler que cette concrétisation de la promesse du chef de l'État laisse comme un arrière-goût auprès des récipiendaires. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'équinoxe, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.